Government is the problem. The American dream is dead. There is not a liberal America. Make America and a conservative America great again. There is the United States of America. I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Ask not what your country can do for you. So help me God. Ask what you can do for your country. Congratulations, Mr. President. Bonjour et bienvenue dans 50 States, un podcast en 50 épisodes, 50 numéros pour parler des 50 États qui forment l'Amérique. Alors que la présidentielle américaine est lancée, on a voulu plonger dans ce pays immense, un pays qui, dès sa création, a voulu montrer au monde entier qu'un nouveau départ était possible. Et c'est ainsi qu'il y a plusieurs États qui commencent par le mot « nouveau », « new » en américain, New York, New Hampshire, New Mexico. Et nous, pour cet épisode, on va partir dans le nord-est de l'Amérique face à l'océan. Bienvenue dans le New Jersey. Le New Jersey, c'est 9 millions d'habitants, une capitale, Trenton, et une prestigieuse université connue dans le monde entier, Princeton. Princeton University, in the nation's service and the service of humanity. Le New Jersey, célèbre pour ses universités, célèbre aussi pour ses casinos, puisque c'est dans le New Jersey que vous trouverez la ville d'Atlantic City, surnommée le Las Vegas de la côte Est. Experience the jewel of Atlantic City, the only four-diamond casino resort. The Hilton Casino offers the ultimate in dining and entertainment. Dans la culture américaine, un des symboles, un des mythes les plus importants, c'est le diner. Oh yeah! Ces restaurants typiques avec banquettes, néons et menus qui ne changent jamais, eh bien, figurez-vous que c'est dans le New Jersey qu'on détient un record, oui, celui du plus grand nombre de diners par habitant. That's a record. Politiquement, le New Jersey se colorie intégralement en bleu. Les deux sénateurs sont démocrates, le gouverneur est démocrate et quand il faut choisir un candidat au moment de la présidentielle depuis 1992, le New Jersey a toujours choisi le candidat démocrate. Les batailles électorales ont souvent donné lieu à de grands films et ça tombe bien puisque c'est en parlant cinéma qu'on va commencer ce podcast. Cool. L'histoire qui va suivre commence à Camden, dans le New Jersey. Dans cette ville de 70 000 habitants, il y a un fleuve, le Delaware. Et si vous regardez de l'autre côté du fleuve, vous pouvez voir une légende américaine, Philadelphie, le berceau de la démocratie américaine. Mais Philadelphie, c'est en Pennsylvanie, alors que nous, à Camden, nous sommes dans le New Jersey. Pas le même État, pas le même destin, les deux villes ne boxent pas dans la même catégorie. I'm gonna crush you. Et pourtant, Camden a réussi, elle aussi, à se faire une place dans les livres d'histoire grâce à un jeune homme de 28 ans, son nom, Richard Hollingshead. Never heard of him. Nous sommes en 1928, Richard a 28 ans et deux passions dans la vie, les voitures et le cinéma. Action! Le jour, il travaille avec son père dans l'entreprise familiale qui vend des produits d'entretien pour les automobiles. Le soir, il va au cinéma avec sa mère, un fils parfait donc, et une vie agréable. Sauf que sa mère commence à en avoir marre d'aller dans les salles de cinéma. Elle est trop grande et les fauteuils, eux, sont trop petits. Manque de place, manque de confort, elle dit stop, terminé. Oh, come on! Un problème pour Richard qui aimait bien ses sorties au cinéma, il doit donc trouver une solution et il a une idée. Dans un de ses placards, il retrouve un vieux projecteur Kodak. Il souffle dessus, enlève la poussière, puis il gare sa voiture dans le jardin, il pose le projecteur sur le capot, il va chercher un grand drap tout blanc, il cloue une extrémité à un arbre, il cloue l'autre extrémité à un autre arbre, il installe une radio à l'arrière de la voiture pour le son. Et voilà, un cinéma à la maison, en plein air. La famille va pouvoir se faire une toile installée tranquillement dans leur voiture. Popcorn, anyone? Yes! Félicité par ses parents, Richard pense tenir une bonne idée, alors il va améliorer le concept. En 1933, il dépose un brevet, voici le principe. Imaginez un terrain sur lequel on pourrait venir garer sa voiture en face de vous, un grand écran de 3 mètres sur 5, 3 haut-parleurs et un tarif abordable,
25 cents par voiture et 25 cents par personne. Wow! Regarder un film depuis son automobile, c'est simple, il fallait y penser, et cela portera désormais un nom, le cinéma drive-in, le cinéma en plein air. Drive away your worries and cares at this drive-in theater, where you will see the finest motion pictures of all time, soon to be released. Drama, comedy, adventure, something for everyone. La toute première séance a lieu le 6 juin 1933 et le tout premier film projeté dans un drive-in sera une comédie britannique intitulée Wives Beware. Oh, really? Dans les années 30, le drive-in reste marginal, dans les années 40, il est enterré par la guerre, mais dans les années 50, 60, le drive-in explose et s'impose rapidement comme un des marqueurs de l'American Way of Life. Le drive-in, c'est un lieu de sortie collectif, un rituel social entre amis, entre ados, en famille. Hi kids, want to see the Gremlins? It's family night at the Sussex Drive-In Theatre in New Brunswick. For $10 a car, Dad, Mom and the kids get to watch Gremlins 2. Comme tout phénomène de société, il connaît évidemment ses détracteurs, en l'occurrence des hyper-conservateurs qui dénoncent l'attitude des clients de drive-in, qui ne viendraient pas dans les cinémas en plein air pour l'amour du cinéma, mais pour faire des trucs dégoûtants sur les banquettes arrière des voitures. Oh my God! En tout cas, le drive-in s'installe et se développe, et même si dans les années 70-80, la télévision va durement impacter son business, il s'accroche et reste pour toujours ancré dans l'imaginaire collectif de l'Amérique. With social distancing restrictions, this is about the only place you can see a movie on the big screen these days, at the drive-in. La prochaine fois que vous verrez un drive-in en vrai ou au cinéma, vous penserez forcément, en tout cas on l'espère, au New Jersey. Après avoir parlé cinéma, il est temps de parler musique, parce que dans le New Jersey, il y a un homme qu'on appelle le boss et qui chante l'Amérique depuis 50 ans. Son nom, c'est Bruce Springsteen. Pour évoquer la légende du rock et son rapport avec le New Jersey, il nous fallait un guide et accessoirement un fan absolu du boss. Nous l'avons trouvé en la personne du journaliste Gregory Phillips. Bonjour 50 States, ici c'est Gregory Phillips, ancien correspondant de Radio France aux États-Unis, et aujourd'hui on va parler du New Jersey. Bruce Springsteen et le New Jersey, c'est quoi l'histoire ? C'est la même chose, enfin c'est New Jersey égale Bruce Springsteen. Bon, évidemment j'ai un peu une obsession, mais pour moi Springsteen c'est l'Amérique et l'Amérique c'est Springsteen. Donc, il dit quoi de l'Amérique, Springsteen alors ? Pour moi, ça fait 50 ans qu'il chronique l'Amérique, mais par le tout petit bout de la lorgnette, vraiment par 4 bleds situés sur le Jersey Shore. Il est journaliste limite. Ouais, enfin, il raconte sa vie, quoi. Tu vois, c'est pas des... bon, évidemment, tout le monde connaît Born in the USA, mais il raconte pas la guerre du Vietnam. Il raconte sa rencontre avec un vétéran de la guerre du Vietnam et la discussion qu'ils ont. The River, il raconte le mariage de sa sœur qui se marie avec un ouvrier et merde, il vient de perdre son job, etc. Donc oui, c'est des chroniques de l'Amérique, au même titre que Dylan, par exemple, l'a fait. Mais Springsteen, c'est vraiment ancré dans ce tout petit état du New Jersey, qui est vraiment coincé entre au sud de New York. Enfin voilà, c'est pas très beau le New Jersey, mais t'as cette Amérique-là qu'il a chanté pendant des années. T'as le boardwalk, ces promenades en bois vraiment typiques où il a fait ses premiers concerts, il a rencontré ses potes. Et donc moi, mon objectif, c'était d'interviewer Springsteen pendant des années. J'ai jamais réussi, évidemment. Mais j'ai dû interviewer le bassiste du Street Band, le premier batteur, en traînant dans le coin à chaque fois et en essayant de comprendre pourquoi ce tout petit bout du New Jersey a fasciné comme ça 50 ans de culture rock américaine, quoi. Si jamais je vais dans le New Jersey, après avoir fait tout le Bruce Springsteen Tour... Le pèlerinage. Ouais. Qu'est-ce qui vaut le coup d'œil également ? Alors, Asbury Park, parce que Springsteen, mais aussi parce que c'est une station balnéaire assez jolie. Et d'ailleurs, les New-Yorkais fortunés commencent à acheter des appartements là. C'est à peut-être 2 heures de New York. La plage est belle. Et pas très loin, une dizaine de kilomètres à peu près, il y a une toute petite station balnéaire qui s'appelle Ocean Grove, où là, tu as des vieilles maisons des années 30, vert, rose, avec des couleurs incroyables et tout ça. C'est ultra charmant. Une adresse, un resto peut-être dans le New Jersey ? Bon, faut aller voir un concert au Stone Pony quand même. Stone Pony. C'est des musiciens locaux.
Si vous avez de la chance, vous pouvez y être un soir où il y a Southside Johnny qui joue, qui est un pote du boss, qui fait de la pop. Ouais, c'est pas foufou, mais c'est cool de le voir. Et si vous avez vraiment de la chance, vous y êtes un soir où Bruce vient boire un verre parce qu'il habite encore là. Oui, c'est ça qui est dingue. C'est qu'il a chanté le New Jersey pendant des années, mais qu'il habite encore là. Il habite à 20 km de là, dans une ferme. Et vous avez jamais réussi à le croiser? Mais non, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Grâce à notre invité, on sait presque tout de Bruce Springsteen. On a juste oublié de mentionner les origines du boss. Bruce est né le 23 septembre 1949. Sa mère Adele était d'origine italienne. Son père Douglas était d'origine irlandaise. Ce qui veut dire que, comme tous les Américains, ou presque, Bruce est issu d'une famille d'immigrants qui ont dû, comme tout le monde, faire toc-toc à la porte de l'Amérique pour savoir s'ils pouvaient entrer. Hello, is anybody here? À partir de 1892, cette porte d'entrée des États-Unis a un nom, un lieu connu dans le monde entier, Ellis Island, the Gateway to America. Ellis Island is thus a symbol of the spirit of America, of a nation of immigrants, of people willing to make sacrifices, to face challenges, to make their dreams become realities. En 1892, l'Amérique décide en effet que cette petite île d'Ellis Island va devenir le centre d'accueil et le centre de tri de tous ceux qui rêvent de tenter l'aventure américaine. Sur cette île, on va isoler les migrants avant de leur dire si, oui ou non, ils peuvent entrer aux États-Unis. What is your name? Vito Andolini from Corleone. Corleone. Vito Corleone. Okay, next. Aujourd'hui, l'île est un musée, mais pendant 62 ans, elle sera le principal service d'immigration de l'Amérique. Pendant cette période, 12 millions de demandes d'entrée sur le territoire américain seront recensées. That's huge. Pour gérer de tels chiffres, l'île a dû s'agrandir. Au départ, elle faisait environ 1 hectare. Aujourd'hui, elle en fait 10. Et pour s'agrandir, pas le choix, il a fallu gagner du terrain sur la mer, bâtir des îles artificielles donc. Et c'est là que l'histoire devient intéressante, puisque c'est un débat que vous pouvez lancer à table en Amérique. À qui appartient l'île d'Ellis Island? Shut up! Et là, vous avez le choix. Soit vous faites partie de la team New York, Pick me, pick me, pick me. soit vous faites partie de la team New Jersey. New York City sucks! Les deux États se touchent et ça se joue donc au millimètre. Si vous prenez une carte, une loupe, un compas, une équerre, une règle et un rapporteur, et quoi en plus, s'emballer à Mars? Alors vous verrez que le bâtiment principal d'Ellis Island est dans l'état de New York. Mais que si on prend en compte la superficie actuelle de l'île, plus de 80% semble se trouver dans le New Jersey. Are you kidding me? Et comme personne n'est d'accord, l'affaire est donc allée devant la Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction américaine. No matter what the Supreme Court does, it's still not going to convince me that my grandfather, when he was sitting in Italy, thinking of coming to the United States, was saying to himself, I'm coming to New Jersey. Et les 9 juges ont tranché. Par 6 voix contre 3, la Cour suprême a dit « Ellis Island appartient au New Jersey ». Chose étonnante, parmi les 9 juges, l'un était né dans l'État de New York et a voté pour le New Jersey, un autre était né dans le New Jersey et a voté pour New York. C'est ce qu'on appelle l'indépendance des juges. La démocratie américaine est encore bien vivante. Si on plonge dans les archives d'Ellis Island, on trouvera des noms irlandais, italiens, allemands, français, mais aussi indiens. Really? Oui, des Indiens qui ont souvent choisi de poser leurs valises ici, dans le New Jersey. D'après le dernier recensement officiel effectué en 2023, on sait que la population du New Jersey s'élève à 9 280 841 personnes. Et si on plonge dans les stats et qu'on fouille un peu, on tombe sur ce chiffre impressionnant. 4,6% de la population du New Jersey se considère comme indien.
Avec un tel pourcentage, le New Jersey est donc l'État américain avec la plus forte concentration d'Indiens. The community saw major growth in 1965 when a new immigration law allowed more people to come to the United States from countries outside of Europe. Et c'est dans le comté de Middlesex que cette présence est la plus visible, notamment dans les villes d'Edison et de Iselin, sur ce qu'on appelle la Oak Tree Road et que tous les Américains connaissent par son surnom, Little India. Are you in the mood for Indian food? Then join us on Newark Avenue between Tunnelly Avenue and JFK Boulevard in Jersey City, also known as Little India. Ici, pour les prochaines élections, sachez que les bulletins de vote seront imprimés en Gujarati, en Hindi et en Punjabi. Dans ce quartier, sur les playgrounds, on ne joue pas au basket ou au baseball, mais au cricket. Et dans le grand cinéma du coin, le Movie City, situé au 1655 Oak Tree Road, on propose essentiellement des films de Bollywood. Si jamais il fallait en rajouter encore, on pourra noter que Air India et United Airlines proposent des vols sans escale entre l'aéroport du New Jersey, Newark, et les villes de New Delhi, Mumbai et Ahmedabad. C'est donc très clair, entre l'Inde et le New Jersey, c'est du sérieux, et c'est donc tout naturellement que c'est dans le New Jersey qu'a été inauguré le 8 octobre 2023 un bâtiment qui défie tous les superlatifs, le BAPS, le plus grand temple hindou des États-Unis, le deuxième plus grand temple hindou de la planète. The largest Hindu temple outside of India now stands in central New Jersey. It's an awe-inspiring place built with 2 million cubic feet of stone, but beyond the architecture is the meaning and the message. Si vous avez l'occasion, allez jeter un œil sur Internet, le bâtiment est fou et tous les chiffres sont dingues. Le temple s'étend sur 74 hectares, il a fallu 15 ans de travaux, 96 millions de dollars et 12 000 volontaires pour construire ce bâtiment, posé là, dans la petite ville de Robbinsville, située en plein cœur du New Jersey. Yes! That's awesome! Et c'est précisément parce que la ville est au cœur de l'État qu'elle a été choisie pour installer ce temple hindou, car depuis Robbinsville, on n'est pas très loin de New York, pas très loin de Washington, pas très loin de Philadelphie. Et si vous tracez une ligne droite entre ces trois villes, que vous les reliez à Robbinsville, alors vous obtenez un triangle dans lequel vous trouverez environ 30% de la population indienne des États-Unis. Strategically, it's placed in a way where pilgrims from all over the world can get here easily, but also it serves the 35% of the Hindu-American population in America. Une population mise en avant dans la présidentielle américaine qui arrive. Côté républicain, deux fortes personnalités ont tenté d'affronter Donald Trump au moment des primaires, Vivek Ramaswamy et Nikki Haley. Les deux ont des origines indiennes, tout comme la vice-présidente actuelle des États-Unis, Kamala Harris. L'électorat indien, un électorat à séduire pour Joe Biden et pour Donald Trump. America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. Aujourd'hui, les États-Unis comptent 5 millions d'Indiens. C'est le deuxième plus grand groupe d'immigrés juste derrière les Mexicains. Un électorat qui rappelle que l'Amérique multiculturelle, ce n'est pas seulement un mythe, c'est aussi une réalité. Et le New Jersey est là pour vous le rappeler. Pour parler encore un peu de cette Amérique multiculturelle, on a voulu terminer ce podcast avec un homme au parcours incroyable. Il s'appelle Cory Booker et il est gouverneur du New Jersey. What's up? Amen! I grew up knowing that the only way we can make change is when people come together. Cory Booker, à la base, voulait être joueur de football américain. Mais finalement, ça n'a pas marché, alors il s'est tourné vers les études, les grandes études. Il intègre deux universités qui claquent aux États-Unis, Yale et Stanford. Il aurait pu faire du droit, il va faire de la politique. I'm Cory Booker, and I approve this message. À 37 ans, il devient maire de Newark, où il se fera remarquer sur le plan national en allant sauver une de ses voisines prisonnière d'une maison en flammes. Il devient alors illico
un super-héros. The man they are calling the super mayor tonight. He ran into the burning building and up the stairs. In the kitchen, he saw flames and explosions, and on the other side of those flames, he heard the screams of his friend Zina Hodges. Cory Booker est courageux et Cory Booker est ambitieux, alors il change d'échelle et devient en 2013 gouverneur du New Jersey, le premier gouverneur noir de cet État. My dad told me, boy, never forget where you came from or how many people had to sacrifice to get you where you are. C'est donc depuis son poste de gouverneur que Cory Booker va voir Donald Trump accéder à la Maison-Blanche, et quand Donald Trump prononcera l'un de ses discours les plus connus, où il parle de certains pays africains en parlant de shithole country, des pays de merde, Cory Booker va tenir un discours puissant au Congrès. I had tears of rage when I heard about this experience in that meeting. Tens of millions of Americans are hurting right now because of what they're worried about what happened in the White House. Cory Booker obtient rapidement un surnom, le nouveau Barack Obama. Il a le même charisme, le même talent oratoire, il séduit la jeunesse et cartonne sur les réseaux sociaux. You're welcome, America. Avec 4,7 millions d'abonnés sur X, 1 million sur Insta, il a ce qu'on appelle la hype. Alors en 2020, il se lance dans la présidentielle. Dans les primaires de son parti, il affronte notamment Joe Biden, qu'il va frontalement attaquer en critiquant sa politique vis-à-vis de la communauté noire. Black voters are pissed off and they're worried. They're pissed off because the only time our issues seem to be really paid attention to by politicians is when people are looking for their vote. Au final, c'est Joe Biden qui remportera la primaire et l'élection présidentielle de 2020. Le nom de Cory Booker, lui, circule déjà pour représenter les démocrates en 2028. Mais entre les deux, il y a l'élection du mois de novembre. Cory Booker fera campagne pour Joe Biden. Il fera tout pour que le New Jersey, son État, vote pour le candidat démocrate. Mais il ne suffira pas de remporter le New Jersey pour que Joe Biden puisse conserver la Maison-Blanche. Les États-Unis, c'est 50 États que vous pourrez bientôt découvrir dans un nouveau numéro de 50 States.